Bonjour et bienvenue, merci de suivre Cyberprev Décode, l'émission d'assurance prévention qui décode les risques numériques touchant les adolescents. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Samuel Comblès. Bonjour Samuel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter, avec grand plaisir. Samuel, tu es psychologue et directeur général adjoint de l'association e-Enfance. Et c'était l'occasion de parler plus précisément du cyberharcèlement, parce que finalement c'est quelque chose que on a du mal à mesurer, parce que le harcèlement scolaire, on voit bien ce que c'est-à-dire que ça se passe à l'école, mais le cyberharcèlement, en fait, il y a plus de frontières, il y a plus de limites. C'est ça, Samuel? Absolument. Nous, le cyberharcèlement, c'est le sujet numéro 1 qu'on aborde à l'association e-Enfance, à la fois en termes de prévention, quand on va dans les écoles dès la classe de CP jusqu'à la classe de terminale, on passe quasiment plus de la moitié de nos temps de prévention à parler du harcèlement, du cyberharcèlement sous toutes ses formes, comment agir en prévention, comment comment réagir quand on en est victime, témoin ou auteur, parce que les auteurs, ils ont aussi besoin d'aide. Et donc ça, c'est vraiment un sujet historiquement qui a toujours été en première ligne. Ça fait 20 ans que l'association existe et ça fait 20 ans que le harcèlement est vraiment le sujet premier. C'est vrai que s'agissant du cyberharcèlement, les adultes en général ont une méconnaissance du phénomène, une sous-estimation de la cruauté du phénomène. On a beaucoup d'idées reçues sur le harcèlement. On a l'impression que c'est un passage obligé pour devenir adulte, qu'on y est tous passés, que c'est ça qui va nous permettre de nous renforcer quand on est un peu fragile. Bon, on n'imagine pas du tout le degré de souffrance, le degré de violence dont sont victimes les jeunes qui rencontrent ces problématiques. Souvent parce que les adultes ne s'intéressent pas suffisamment à ce que font les jeunes sur Internet. Très peu de parents posent la question le soir autour de la table, comment ça va sur Snapchat? Est-ce que tout va bien sur TikTok? On demande comment ça a été à l'école, comment ça va dans le club de sport, est-ce que tout va bien dans le vestiaire? Ça, c'est des questions un peu classiques de tout parent. Mais par contre, est-ce que sur ton jeu vidéo préféré, il y a des soucis? On n'en parle jamais. Et je pense que c'est un manque parce qu'on se rend compte qu'au final, dans les familles, le numérique, c'est un non-sujet. Comme s'il y avait une espèce d'espace qui n'appartenait qu'aux jeunes, dans lequel les adultes n'ont pas le droit d'aller, n'ont pas le droit de s'y intéresser. Et ça donne le résultat qu'on a aujourd'hui, à savoir 25% de la population française qui est de près ou de loin concernée par le harcèlement. Un quart de la population a des enfants qui ont été concernés par le harcèlement. Donc ça représente des millions de personnes, des millions d'enfants. Ce qu'on voit aussi à l'association, c'est qu'il y a un rajeunissement des victimes. On a pu montrer il y a très peu de temps que 67% des enfants de 6 à 10 ans sont inscrits sur les réseaux sociaux, souvent sans y être préparés, sans être accompagnés. Quand on a 6 ans, je suis désolé, mais on n'est pas capable de faire face à toutes les problématiques que peuvent nous réserver les réseaux sociaux. On peut rappeler qu'on n'est pas censé s'y inscrire avant 13 ans. C'est les réseaux sociaux qui nous imposent cet âge limite. Et donc, on a des enfants qui sont confrontés à des problématiques qui sont sous-estimées par les parents. Et je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment un travail de prévention, qui soit pas dans la peur. Donc, l'idée, c'est pas de dire attention, vos enfants sont confrontés à des risques extrêmes, mais c'est de parler de la réalité pour faire en sorte que les parents accompagnent davantage leurs enfants. Alors, merci Samuel, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de nous dire. Désolé, je suis long. Non, il y a aucun problème. On va effectivement parler des réseaux sociaux, mais d'abord, je voulais revenir sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. On a quand même une information qui est faite, notamment de la part de l'Éducation nationale, qui est plutôt de qualité sur le harcèlement et le cyberharcèlement. Mais pour autant, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors, il faut quand même dire les choses quand elles vont bien, parce que sinon on est toujours un peu dans une forme de pessimisme. Il faut reconnaître que les choses avancent. Moi, quand je regarde un peu en arrière, ça fait 8 ans que je travaille à l'association e-Enfance. C'est vrai qu'on peut considérer que l'Éducation nationale se saisit là depuis quelques années beaucoup plus sérieusement de ces actions de prévention. Il y a le programme phare, qui est un programme qui est mis en place dans les établissements justement pour venir en aide aux victimes quand elles sont victimes et surtout agir en prévention. Vous, c'est ce que vous faites avec l'association e-Enfance. Absolument. Vous intervenez donc en présentiel, tout à fait, vraiment dans les collèges. On sensibilise 200 000 personnes chaque année de la classe de CP et je pense que c'est important de commencer très tôt. Il faut pas que la prévention elle commence au collège, c'est trop tard. Quand vous commencez à conduire votre voiture, c'est pas au bout de plusieurs années qu'on vous apprend à la conduire, c'est dès les premiers moments. Et pour les outils numériques, ça doit être la même chose. Donc c'est école primaire, collège, lycée, les parents et les professionnels, les enseignants, les psychologues qui travaillent au sein de l'Éducation nationale et puis je dirais tout professionnel. On est une association
association nationale reconnue d'utilité publique, donc on agit sur l'ensemble du territoire national et voilà, on sensibilise 200 000 personnes. C'est beaucoup et puis c'est pas beaucoup. Il y a 12 millions d'enfants qui sont scolarisés tous les jours, donc il faudrait que tous les enfants puissent bénéficier de ces messages. Alors c'est vrai que les choses avancent. Ce que l'on voit, c'est que la prévention, c'est un travail de tous les jours. Ça veut dire qu'il faut jamais baisser la garde, qu'il faut tout le temps répéter les choses, qu'il faut toujours agir. Nous, ce qu'on voit, c'est que les messages commencent quand même à être entendus. On voit les jeunes sont moins dupes qu'ils ne l'étaient auparavant. Ils sont moins naïfs. Ils sont beaucoup plus prudents. Ils ont un esprit critique beaucoup plus développé. Alors on le sait, évidemment, dans la totalité des jeunes, il y aura toujours les plus fragiles, ceux qui sont les moins bien accompagnés, ceux qui n'ont peut-être pas reçu justement ces messages. C'est eux dont on s'occupe. Mais je dirais globalement, sans être dans un optimiste surexagéré, on est quand même devant une génération de jeunes qui prend les outils numériques avec un peu moins de naïveté, et donc on peut se rassurer. C'est vrai qu'il faut continuer ce travail aussi parce que il faut se dire que le harcèlement, il évolue dans ses formes. Nous, les messages de prévention, tous les 3 mois, on les remet en question parce que ce qu'on disait il y a 3 mois, c'est plus d'actualité aujourd'hui. Dans 3 mois, on dira encore autre chose. Pourquoi c'est plus d'actualité ? Parce que les moyens de harceler, ils évoluent. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous, on se prépare à la déferlante de l'intelligence artificielle. On le sait, les jeunes vont utiliser ce qu'on appelle les deepfakes, donc la possibilité de prendre le visage d'une personne, de le coller sur le corps d'une actrice pornographique, par exemple, et de faire croire que le visage et le corps sont en fait la réunion d'une seule et même personne. Alors Gabriel, je te coupe parce que c'est déjà le cas, qui demande absolument zéro compétence, exactement. Ouais, c'est gratuit, c'est facile d'accès. Alors là, ce dont on parle, c'est des photomontages. Ça existe depuis la nuit des temps. Le problème aujourd'hui, c'est que ces photomontages, ils sont d'une extrême qualité, qui donnent l'impression qu'effectivement, on est devant une vraie photo. Et c'est là où je dis que le harcèlement, il va évoluer parce qu'on sait très bien que ça va être des moyens nouveaux qui vont être donnés aux jeunes pour pouvoir faire du mal, pour pouvoir agresser, faire violence, peut-être obtenir de l'argent, parce qu'on sait aussi que ça peut passer par des situations de chantage. Et donc nous, on doit adapter nos discours. Il y a encore quelques années, on disait ne montrez pas votre visage sur Internet de manière et votre corps de manière dénudée parce que les photos peuvent vous échapper. Là aujourd'hui, on est quasiment obligé de dire mais ne vous montrez pas du tout parce que votre visage, il peut être récupéré. Alors évidemment, c'est pas ce qu'on dit parce que c'est aussi bien de pouvoir se montrer. Les réseaux sociaux, c'est pas que du négatif, c'est pas que du harcèlement. Donc il va falloir qu'on réajuste, je dirais, notre message pour faire en sorte que ça soit encore les réseaux sociaux des endroits où on va montrer nos photos de vacances, mais sans avoir la contrepartie qui est que ces photos, elles peuvent être détournées de leur usage premier. Et donc c'est vraiment un travail du quotidien de pouvoir être, je dirais, le plus raccord avec ce que font les jeunes aujourd'hui pour leur dire on sait la réalité, mais attention, il faut agir en prévention, il faut avoir un esprit critique vis-à-vis de ce que vous faites parce que derrière un écran, il y a une personne humaine et peut-être quelqu'un qui souffre. Alors Samuel, là, je vais m'adresser au psychologue. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui est frappant quand on a des témoignages de harceleurs, c'est le fait de pas prendre conscience du mal que l'on fait, de pas vouloir faire du mal d'ailleurs, de dire souvent c'était pour rigoler. Pour rire, oui, bien sûr. On pensait pas à. Comment tu l'expliques ça ? Alors, quand il s'agit de cyberharcèlement, on l'explique d'autant plus que on ne peut pas agir par empathie. Moi, par exemple, là, si je te dis quelque chose d'agressif, je vais voir à ton visage que tu le prends pas bien. Quand on est devant un écran, on est caché et donc on n'a pas cette communication non verbale qui nous permet, en tant qu'être humain, d'ajuster notre attitude et de se dire j'ai peut-être été trop loin. Donc ça, c'est un apprentissage. Je pense que il faut là aussi que les adultes puissent accompagner davantage les jeunes pour dire attention, ce message, est-ce que tu le dirais dans la vraie vie, par exemple, comme on dit, est-ce que tu le dirais dans la vie physique? Si tu ne te le dirais pas dans la cour de récréation, ça veut dire qu'il ne le faut pas non plus le faire sur Internet. Il faut peut-être revoir ce message. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils ont aussi une sous-évaluation de l'impact de leur attitude sur les victimes de harcèlement. Moi, ce que je vois, je le dis en tant que psychologue, c'est que dans la grande majorité des cas, quand on harcèle, c'est qu'on ne va pas bien. Je connais pas des jeunes qui sont heureux dans leur vie, heureux dans leur scolarité, dans leur famille, et qui s'adonnent à ce genre de comportement. Donc, je pense que évidemment, c'est important, et c'est ce que fait l'Éducation nationale, d'éloigner l'auteur du harcèlement de sa victime, parce qu'il faut aussi protéger la victime. Mais je pense que il y a un travail qu'on a besoin de faire aussi, c'est d'aider psychiquement l'auteur de harcèlement, parce que il y a quelque chose à y voir, un mal-être, une
forme de difficulté à s'accepter, à accepter peut-être ce qu'est l'autre, à être en difficulté d'être dans son groupe. Et le harcèlement, il est un peu le révélateur d'un sentiment, voilà, de ne pas être à sa place, de ne pas être très heureux. Et malheureusement, je trouve qu'on ne fait pas suffisamment ce travail d'écoute des auteurs. Alors, en France, on a du mal à faire passer cette idée parce que souvent, ce qu'on nous dit, c'est mais les auteurs, ils ont fait du mal. On va pas en plus dépenser de l'argent, dépenser du temps pour pouvoir les aider. Et ben, je pense on a une vision un peu manichéenne. Exactement. Et puis très sanction. On aime bien faire du mal quand on nous a fait du mal. Bah, je pense que si on fonctionne comme ça, on n'est pas capable de créer une société dans les années à venir avec des jeunes qui certes ont fait des bêtises, mais qui sont capables de se reprendre et de devenir des adultes sur lesquels on va pouvoir compter et qui eux-mêmes pourront peut-être transmettre des messages de prévention à leurs propres enfants. Et donc je pense que dans les années à venir, il faudrait qu'on s'intéresse davantage à la psychologie de ces auteurs, sortir un peu de cette idée que ça n'est que des enfants mal élevés qui ne sont là que pour faire du mal, parce que quand on prend le temps de les écouter, on se rend compte que c'est plus complexe que ça. D'ailleurs, il y a une question à poser quand on est face à un auteur de harcèlement, c'est jamais de dire pourquoi tu as harcelé, ça ne sert à rien, ça donne une réponse stérile. Par contre, de demander à un jeune harceleur qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre en place pour que ça n'arrive pas, quels sont les moyens dont tu aurais eu besoin pour éviter de te comporter comme ça peut paraître très peu différent la façon de poser les questions, et pour autant moi je le pose quand je suis face à mes patients en thérapie, de poser la question de quoi tu aurais eu besoin pour que ça n'arrive pas, ça donne des réponses extrêmement riches et on se rend compte que les auteurs, ils ont parfois eux-mêmes la réponse à leurs problématiques. Mais pour ça, il faut prendre le temps de bien poser les questions, il faut prendre le temps de les écouter et puis sortir encore une fois de cette vision très négative qu'on peut avoir à leur rencontre. Alors, il y a aussi une chose que vous mettez bien en exergue au sein de e-enfance, c'est le fait qu'on peut être à la fois harcelé et harceleur. Absolument. C'est que, toi, je te disais tout à l'heure, c'était manichéen, mais justement, c'est beaucoup plus complexe. Absolument. Qu'une présentation de tout est blanc, tout est noir. Exactement. On le voit, c'est vrai que les auteurs nous le disent, ils ont eu eux-mêmes parfois des situations à vivre et on devient harceleur souvent pour essayer de reprendre un peu le pouvoir sur les choses. On a été victime, donc on s'est fait abuser, on a été dans une situation de domination et pour essayer de reprendre un petit peu la main, on va renverser la tendance et on va se comporter à nouveau comme un harceleur. On généralise pas évidemment, hein, mais non, mais c'est souvent ça. C'est souvent des cas qui existent. C'est exactement. On a aussi ce genre de renversement parce que le harceleur, à un moment, enfin la victime plutôt, elle a envie aussi de montrer qu'elle est capable de se défendre. Et parfois, le chemin qu'elle prend, c'est de faire du mal alors qu'on lui a fait du mal. Alors, c'est évidemment dans un comportement très immature, très infantile, mais on est devant des jeunes qui ont besoin d'apprendre justement que quand on nous a fait du mal, le meilleur moyen de se défendre, c'est pas de faire du mal à son tour. Il y a un côté œil pour œil, dent pour dent. Exactement. Et donc ça, c'est aussi le travail qu'on a à faire en prévention, de pouvoir dire quand tu as été victime, il y a d'autres moyens de s'en sortir. Il faut faire appel à une personne de confiance, ce que font majoritairement peu les victimes. Elles ont tendance à se recroqueviller sur elles-mêmes. Elles ont tendance à garder le silence et pas aller vers les personnes qui justement peuvent les aider à se défendre. Or, ça devrait être le réflexe de toute victime d'aller chercher de l'aide, parce qu'on peut pas se défendre tout seul. Quand on est soi-même harcelé en tant qu'adulte, on n'y arrive pas beaucoup tout seul. Il faut aller chercher de l'aide auprès des autorités, auprès de personnes de son entourage. Et c'est vrai que les jeunes, ils ont trop tendance à rester entre eux. Et parfois, le seul moyen de s'en sortir, c'est de renverser, je dirais, la tendance et de se rendre coupable soi-même de harcèlement. On le voit, hein, le rôle des parents, en fait, il est déterminant. Il y a ce concept de parentalité numérique qui émerge, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est cette parentalité numérique. C'est que il y a la parentalité, bien sûr, le rôle de parent, on voit bien ce que c'est. Mais alors numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est vrai que c'est un message, c'est un concept un peu nouveau. Je pense que quand on est parent, l'idée c'est d'apporter un certain cadre. Les enfants, ils ne peuvent pas grandir tout seuls s'ils n'ont pas le cadre proposé par l'éducation. Alors le cadre, il commence très tôt. C'est se comporter correctement quand on est à table. C'est dans les transports publics de ne pas crier. C'est de dire bonjour aux gens. Enfin voilà, c'est des choses qu'on apprend et qui sont inscrits, je dirais, dans les comportements habituels des parents. Oui, c'est ça que les parents ont finalement pas de mal à... Voilà, on le fait au quotidien. Exactement. Et ça nous semble d'abord parce que nous-mêmes on a reçu ces enseignements et donc on va les reproduire et puis on a envie que nos enfants ils se comportent bien en société, donc on va apprendre tout ça à nos enfants. La parentalité numérique, c'est un peu la même chose. C'est apporter du cadre pour faire en sorte que notre enfant, quand il est sur Snapchat, quand il est sur Fortnite, quand il est devant un site internet, il se comporte
comporte, je dirais, en tant que citoyen responsable, respectueux de lui-même, respectueux des autres, respectueux de la loi aussi, des valeurs de la République. Et ça doit être à peu près la même chose. Donc apporter du cadre, c'est de dire avant 13 ans, tu n'es pas censé t'inscrire sur un réseau social. Et donc je te rappelle ce cadre et à partir de 13 ans, on pourra peut-être t'y inscrire. C'est considérer que la loi, elle est la même que tu sois devant un écran ou que tu sois dans la cour de récréation ou dans la rue. Tu dois te comporter de manière respectueuse des autres citoyens et donc tu dois apprendre à interagir correctement. C'est se dire que quand on est un citoyen, il faut aussi se respecter soi-même, d'avoir une hygiène de vie qui soit correcte. Donc certes, tu as envie de jouer à ton jeu vidéo toute la nuit, mais non, je vais t'interdire de le faire parce que je suis ton parent et que je suis garant de ton bien-être, je suis garant de l'attention que tu vas accorder au cours de maths de demain. Mais ça, Samuel, ça crée du conflit, on est d'accord, hein? Ah l'éducation, ça crée du conflit, mais c'est normal, c'est comme ça aussi qu'on apprend les messages, ouais. En tout cas, dans le cadre, tu vois, du numérique, toi, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, c'est difficile de dire non. Alors, c'est difficile de dire non, c'est difficile d'être parent, il faut le dire quand même, hein, c'est un travail de longue haleine, mais en fait, ce qu'on se décrit là dans le numérique, on le vit aussi dans la vie physique. J'ai envie de rentrer après 19h30 alors que tu me dis que ça va créer du conflit. J'ai envie d'aller chez mon copain faire du vélo, jouer aux jeux vidéo, mais tu me l'interdis, ça va créer du conflit. J'ai envie de reprendre une part de gâteau au chocolat, mais tu me l'interdis, ça va créer du conflit. Donc on s'est habitué en tant que parent et c'est je dirais le travail quotidien de négocier, de pouvoir apprendre à l'enfant à supporter la frustration, de pouvoir apprendre à gérer sa colère quand le parent dit non. C'est normal, parce que le travail de l'encadrement et de l'éducation, c'est de faire en sorte de pouvoir encore une fois faire en sorte que le citoyen puisse vivre avec ses concitoyens, vivre en société. Et dans le numérique, c'est une mini-société, c'est un endroit où on va interagir avec d'autres. Donc oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, mais je pense que c'est un passage obligé parce que si on ne le fait pas, je pense que on va être avec des adultes dans les années à venir qui vont considérer que le numérique est un espace de non-droit, un espace où on peut faire tout et n'importe quoi, un espace qui échappe à tout contrôle. Or, ce n'est pas vrai. C'est un message erroné à leur transmettre que sur le numérique, on peut tout faire. C'est pas vrai. Ça reste le territoire français, ça reste un endroit où il y a du cadre et il vaut mieux l'apprendre très vite. C'est là aussi peut-être un travail à faire en tant que parent. C'est si on attend le début du collège, voire le lycée pour dire alors attention maintenant, je vais reprendre en main le temps de connexion, je vais reprendre ce que tu fais sur Internet, etc. C'est trop tard parce que vous avez déjà pris vos habitudes, parce que vous avez un peu plus de répondants. Si en fait, vous commencez à le faire, c'est que le retour en arrière est très compliqué. Ah bien sûr, mais c'est valable dans l'éducation en général. Si vous commencez à donner des règles strictes à vos enfants quand ils ont 15 ou 16 ans, c'est extrêmement violent pour eux et pour vous parce que vous allez avoir le retour de bâton, ils vont vous dire mais ça fait 15 ans que je vis avec une certaine liberté, pourquoi tout d'un coup il y a du cadre? Si par contre on vous a habitué dès les premiers moments à avoir un usage numérique raisonné, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est de la même manière que quand moi j'ai des patients qui ont parfois des problèmes avec les règles et des parents qui à partir de l'école primaire, commence à les obliger à dire bonjour, à saluer les gens, à dire au revoir, etc. C'est compliqué quand on commence à le découvrir à 6 ans. Si vous apprenez dès 2-3 ans que quand on est face à quelqu'un d'inconnu, on doit dire bonjour, c'est un acte qui devient hyper naturel, qui s'inscrit en vous comme quelque chose de normal. Mais il faut le découvrir le plus tôt possible. Merci beaucoup, Samuel. Donc, ce qu'on retiendra notamment, c'est que il faut pas attendre le collège. Non. Pour pouvoir parler avec son enfant. Un chiffre pour illustrer ça. Bien sûr. Les enfants en France commencent à utiliser Internet à partir de 5 ans et 10 mois avec leurs parents et à partir de 6 ans et 10 mois sans leurs parents. Donc, dès la fin de l'école maternelle, les enfants sont sur Internet. On peut pas attendre 4 ans puisque c'est l'entrée au collège, pour commencer à transmettre les messages de prévention. Il faut parler de l'exposition aux images inadaptées, la pornographie, les images violentes. Il faut parler de pédocriminalité, parce que les enfants vont y être confrontés très tôt. Il faut parler de harcèlement, il faut parler de prostitution des enfants, parce que c'est aussi malheureusement des sujets, et il faut pas avoir peur de le faire, parce que si les adultes, les parents, les professionnels ne le font pas, les enfants vont pas le découvrir tout seuls, ou ils vont le découvrir quand ce sera trop tard. C'est ça, il faut pas attendre de l'école. Non, il faut attendre de l'école des choses, mais l'école ne peut pas tout faire, oui. Et les parents doivent aussi en prendre un peu leur partie. Bon, en tout cas, un grand merci Samuel. C'est un plaisir. Je rappelle, donc, tu es psychologue et également directeur général adjoint de l'association e-enfance. Allez sur le site e-enfance 3018. Appelez le 3018. Appelez 3018. Il est là aussi pour les parents. C'est une application également. On a fait un épisode entier de Cyberpresse sur l'application 3018. En tout cas, merci pour tes éclairages. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.